Salut tout le monde, voilà le 7e épisode des œuvres méconnues de Stirner. Cet épisode surprenant traite du roman Les Mystères de Paris et du commentaire assez distant du texte que Stirner propose. Nous sommes en 1844 et Stirner a manifestement lu Les Mystères de Paris qui font un véritable carton en France auprès de toutes les classes sociales, depuis le dernier des prolétaires jusqu'à l'aristocratie. Eugène Sue publie Les Mystères de Paris entre 1842 et 1843 dans la revue Le Journal des Débats. Il s'agit d'une œuvre originale publiée sous forme d'épisodes pour un total d'à peu près 1360 pages, soit un volume non négligeable. Parmi les étiquettes qu'on peut lui attribuer, on retrouve roman fleuve, roman populaire, roman bourgeois, roman social et littérature de masse. En effet, Les Mystères de Paris traitent de façon générale des inégalités sociales au travers de son personnage principal, Rodolphe. Stirner relève en premier lieu la dissonance profonde entre la morale chrétienne et le moralisme libéral. À travers l'expression première du capitalisme et de l'industrialisation de masse, apparaît un dépassement théorique de ce que Stirner appelle la faible illusion de la morale. L'argent permet de pratiquer sereinement un mensonge de connivence qui éclipse la morale chrétienne. Dans la sphère purement morale, lorsque l'honneur est perdu aux yeux des hommes, la souillure et l'opprobre demeurent dans le temps, voire à jamais, et ce, malgré la pénitence. Mais la bourgeoisie ne s'en préoccupe guère, c'est l'argent qui va influencer son jugement. Je cite Stirner dans le texte: que précisément l'époque du libéralisme et de la bourgeoisie tienne tant à la moralité n'est pas sans intime connexion. Un banquier et un moraliste jugent l'homme d'un seul point de vue, non d'après ce qu'il est par lui-même, mais d'après ce que ses biens font de lui. A-t-il de l'argent ? Cette question va de pair avec la suivante. A-t-il de la vertu ? Le banquier ne s'occupe pas du démuni, celui-ci lui fait honte. Celui qui ne possède pas les vertus d'un honorable bourgeois ne doit pas s'approcher trop près de lui. Fin de citation. On remarque bien que Stirner s'approprie le récit d'Eugène Sue pour le confronter à sa propre philosophie dans le cadre de la lutte des classes. Le problème sur lequel il appuie lourdement est à nouveau d'ordre moral. La société bourgeoise, en éludant la morale, parvient au résultat suivant. Les hommes, dans la sphère morale, ne pardonnent pas, ils n'en ont pas même réellement le devoir de le faire, ni aucune pression. Le pardon devient une affaire individuelle à travers la pénitence, qui renvoie à Dieu. Le pardon n'est plus qu'en Dieu. Stirner propose alors une maxime de libération typique de l'égoïsme et même du solipsisme pratique, je cite: « Celui qui se lie est lié, celui qui s'absout est absous. » En somme, la décision revient à l'individu souverain qui décide pour sa propre existence. Stirner ajoute au sujet des personnages du récit et de l'humanité en général, je cite: « On ne trouvera dans le roman pas un seul personnage à qui l'on pourrait donner le nom de créateur de soi, d'homme qui se ferait lui-même en prenant fond sur sa toute-puissance créatrice. » Fin de citation. Il y a là une claire proposition de devenir individu par ses propres moyens et un discours qui s'adresse principalement à des intellectuels. Vient alors une singulière observation qui fait très nettement écho à ce que le marquis de Sade écrit lorsqu'il évoque les inclinations que la nature place en chaque homme. Je précise au passage que Rigolette et l'enfant boiteux sont des personnages des Mystères de Paris. Début de citation. En effet, les uns obéissent aveuglément aux pulsions de leur cœur, de leur disposition, de leur naturel. Ainsi de la Rigolette. Elle n'est que ce qu'elle est, un cœur satisfait et une heureuse médiocrité. Et ce qu'elle est, elle le restera toujours, un être incapable d'évoluer, exactement comme ces canaris. Ils ne peuvent que subir et souffrir les coups du destin, mais tout changement leur est impossible. Le petit boiteux offre l'envers de Rigolette. Cet enfant diabolique qui ne se laisse déterminer que par son plaisir à se réjouir du mal, plaisir qui, naturellement grandi avec l'âge
chez des êtres pernicieux, jusqu'à ce que l'échafaud y mette le holà. Fin de citation. On comprend bien qu'aucune des deux existences, l'une vertueuse, l'autre chargée de vices, ne seront intéressantes ou investies de sens. Pour reprendre la terminologie kierkegaardienne, spirituellement du néant. On se rapproche encore de Sade au sujet du vice ou de la vertu, je cite à nouveau Stirner, « Voilà ma position, je n'y puis rien changer ». Fin de citation. Stirner critique globalement l'incapacité d'évoluer, ce qui revient à critiquer l'incapacité de devenir individu par ses propres ressources. Toujours les mêmes mécanismes. Avec une position aussi radicalement inflexible et rigide, on se trouve en fait dans la pathologie. Soit on pense ne pouvoir faire que des expériences saintes, soit que des expériences impies, maléfiques. Une vie humaine est bien sûr plus nuancée, mais les personnages de romans ont cette particularité de parfois se cantonner à un seul concept et de l'incarner pleinement dans toute son exagération et dans son extension la plus large possible. On peut penser notamment, pour les exemples, à l'avare ou au misanthrope de Molière. Stirner continue et critique sans retenue le résultat obtenu par Eugène Sue. Pour nuancer ce que les personnages devraient être, il questionne. Je cite, « La majesté de la vertu est-elle essentiellement autre que celle du vice? Et le ferme statut de l'une plus supportable que celui de l'autre ?» Fin de citation. Stirner pense qu'un changement radical attend son siècle, mais qu'un roman comme Les Mystères de Paris n'est rien d'autre qu'un palliatif qui n'aidera pas à bâtir un avenir différent. Je cite une dernière fois. « Notre époque n'est pas malade et ne demande pas à être guérie. Elle est vieille et son heure a sonné. Voici pourtant qu'à court des milliers d'Eugène Sue pour offrir leur médecine de charlatan. » Fin de citation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que quand Stirner n'aime pas une œuvre, il le fait savoir, quitte à aller à l'encontre de l'opinion générale. Voilà qui clôt cet épisode. Je vous dis à bientôt pour le dernier de cette série. Salut tout le monde!